Toute ma vie tournait autour de ma fille, Julia. J'ai utilisé toutes mes économies pour lui offrir cette belle maison. J'ai élevé ses enfants pour qu'elle puisse vivre sa vie parfaite. Mais pour elle, je n'étais pas une mère. J'étais un tremplin. Une ressource à épuiser. Elle pensait que j'étais juste une vieille femme naïve, trop perdue dans mon chagrin pour remarquer. Jusqu'à ce qu'elle commette une erreur, fatale. Elle a laissé son téléphone allumé. Et dans le silence de ma propre maison, j'ai entendu le plan diabolique qui finirait par lui coûter tout. Mes journées commençaient et se terminaient avec le rythme de la famille de ma fille. Le premier son que j'entendais n'était pas mon réveil, mais le doux bruit de pas de mon petit-fils Léo, qui se glissait dans mon appartement en chuchotant s'il était l'heure des crêpes. Mon cœur se serrait d'un amour si féroce qu'il semblait être une présence physique dans ma poitrine. Après le décès de mon mari François, cette maison, cette famille, sont devenus mon monde entier. J'avais été secrétaire de direction de lycée pendant plus de 30 ans, une vie bâtie sur l'ordre, les horaires, et la satisfaction tranquille d'aider les élèves à naviguer leur avenir. Quand François est parti, cette structure s'est effondrée, et j'étais à la dérive dans une mer de silence. Alors, quand ma fille Julia et son mari Marc m'ont suggéré de vendre notre grande maison vide et de les aider à acheter celle-ci, une vaste maison à 2 étages dans un bon quartier scolaire, ça m'a semblé une bouée de sauvetage. Je n'ai pas seulement aidé. J'ai rendu ça possible. J'ai signé le chèque de l'apport personnel, une somme qui a fait trembler ma main, et en retour, ils ont construit un petit appartement confortable pour moi au-dessus du garage. C'était, me disais-je, l'arrangement parfait. J'avais ma famille, et ils avaient la maison de leurs rêves. La première année, je me suis persuadée que c'était parfait. J'étais la babysitter intégrée, la cuisinière, la blanchisseuse. Je préparais le petit déjeuner pour les enfants, leur faisais leur goûter, et les accompagnais à l'arrêt de bus scolaire pour que Julia puisse aller à son cours de yoga chaud de 9 heures. Elle m'embrassait la joue en partant, une vague de parfum cher flottant derrière elle. Tu me sauves la vie, maman, disait-elle, sa voix enjouée. Mais la joie atteignait rarement ses yeux. De plus en plus souvent, ce remerciement léger était suivi d'une main délicate sur mon bras. Dis, tu crois que je pourrais t'emprunter un petit quelque chose pour déjeuner avec les filles? J'ai laissé mon portefeuille en haut. Les premières fois, je prenais 20 ou 40 euros de mon sac sans y penser. Qu'est-ce que quelques euros entre une mère et son enfant unique? Mais c'est devenu un rituel, un tribut que je devais payer pour le privilège de son affection éphémère. L'illusion a commencé à se fissurer un mardi, un jour dont je me souviens avec une clarté douloureuse. Julia et Marc avaient une soirée en tête-à-tête improvisée. Ils se tenaient dans l'embrasure de ma porte, Marc se balançant d'un pied sur l'autre tandis que Julia arborait son sourire le plus éblouissant. Maman, on a tellement besoin d'un peu de temps pour nous. Serais-tu un ange et garderais-tu les enfants ce soir? On rentrera tard. Bien sûr, j'ai accepté. J'adorais passer du temps avec Léo et Chloé. Mais alors qu'ils partaient, Julia s'est arrêtée. Oh, zut, a-t-elle soupiré en claquant des doigts. Le restaurant est un peu plus chic que prévu. Marc vient d'être payé, mais l'argent n'est pas encore sur le compte. Tu pourrais nous dépanner? Genre, 150 euros? C'est pour notre couple, maman. La phrase est restée suspendue dans l'air, une forme de chantage émotionnel emballé dans un joli ruban. J'ai ressenti la même pointe de malaise familière, mais j'ai hoché la tête, sortant l'argent de la petite boîte métallique où je le gardais, celle qui contenait les économies que François avait mises de côté au cas où. Je ne contribuais plus seulement avec ma retraite. Je finançais désormais leur style de vie avec le pécule même que François avait insisté pour que je garde pour ma sécurité, pour mes vieux jours. J'ai essayé d'en parler à mon amie Brigitte au téléphone plus tard dans la semaine. Elle était responsable administrative dans un autre lycée, et notre amitié s'était forgée au fil de décennies de frustration et de succès partagés. Carole, elle t'utilise, a dit Brigitte, sa voix dénuée de tout enrobage. Tu n'es pas un distributeur automatique de billets. J'ai défendu Julia, bien sûr. Elle est juste stressée, Brigitte. Cette maison coûte cher, les enfants lui donnent du fil à retordre. Mais même en prononçant ces mots, ils avaient un goût de cendre dans ma bouche. Je savais ce que je voyais. Je le voyais dans la façon dont Marc me tendait les factures d'eau et d'électricité sans un mot, une attente silencieuse que je les couvre.
Je le voyais dans la façon dont mon appartement est devenu le lieu par défaut pour stocker leurs vieux meubles et appareils de gym, rétrécissant lentement mon espace. Je le voyais dans la façon dont leurs remerciements devenaient plus rares, remplacés par un sentiment que tout leur est dû, comme si mes contributions n'étaient plus un cadeau, mais une obligation. La maison elle-même était une métaphore parfaite de ma vie. Vue de la rue, c'était l'image du bonheur en banlieue. Pelouse impeccable, porche accueillant avec une décoration de saison sur la porte, 2 voitures neuves dans l'allée. C'était un témoignage de réussite, une manifestation physique de la famille heureuse que je voulais si désespérément que nous soyons. J'avais fourni l'argent, la fondation sur laquelle toute cette façade était bâtie. J'étais le béton, le ferraillage, la structure invisible qui maintenait tout en place pour qu'ils puissent peindre les murs avec des couleurs de designer et organiser des dîners somptueux. Mais une fondation que personne ne voit, une fondation enterrée profondément dans le sol, est facilement considérée comme acquise. Elle est facilement oubliée. Et j'étais sur le point d'apprendre, de la manière la plus brutale imaginable, à quel point j'étais réellement oubliée. Le pire n'était pas encore la trahison, mais la réalisation insidieuse et écœurante que je laissais faire. Si tu t'es déjà senti invisible dans ta propre vie, un contributeur silencieux dont les sacrifices passent inaperçus, alors tu connais la douleur sourde que je portais avec moi chaque jour. Si cette histoire commence à résonner en toi, fais-moi une faveur et clique sur le bouton s'abonner. Dis-moi aussi dans les commentaires de quelle ville tu écoutes. Ça aide de savoir que je ne parle pas dans le vide. Mon histoire ne faisait que commencer, et les fissures dans cette fondation parfaite étaient sur le point de s'ouvrir en grand. La transition de la négligence au pillage actif fut subtile, une lente torsion de vie qui resserrait la pression sur mon cœur semaine après semaine. Les petites demandes d'argent se sont transformées en hypothèses plus grandes, plus audacieuses. Un après-midi, je suis rentrée des courses, les bras chargés de sacs pour le dîner de ce soir, pour trouver un tapis roulant neuf et ultra-moderne entassé dans un coin de mon espace de vie. Il était encore dans sa boîte, un mastodonte d'acier et de plastique qui bloquait le chemin vers mon fauteuil de lecture préféré. Julia est arrivée quelques minutes plus tard, rougie par son cours de vélo d'intérieur. N'est-ce pas génial? A-t-elle gazouillé, sans même demander. Marc et moi avons décidé qu'il fallait prendre notre forme au sérieux, et il n'y avait juste pas de place en haut. Ça ne te dérange pas, maman? Tu utilises à peine ce coin de toute façon. Je ne savais pas quoi répondre. Le coin auquel elle faisait référence était là où je faisais mes étirements matinaux, là où le soleil tombait juste comme il faut. Mais le dire me ferait paraître mesquine, difficile. Alors j'ai juste souri faiblement et dit « Bien sûr que non, ma chérie », pendant qu'une partie silencieuse de moi criait. Le véritable tournant, le moment où la vie a reçu une torsion vicieuse et finale, est arrivé un mois plus tard. Ils l'ont annoncé pendant le dîner, une sauce bolognaise que j'avais passé l'après-midi à faire mijoter. Julia a applaudi des mains avec une joie enfantine. Grande nouvelle. L'entreprise de Marc le récompense pour tout son travail. Il nous envoie en voyage tout frais payé aux Bahamas pendant une semaine. Marc a souri, tendant la main sur la table pour serrer la sienne. Une seconde lune de miel, a-t-il dit, en me regardant. Et on n'aurait pas pu le faire sans toi, Carole. Savoir que les enfants sont en sécurité avec toi est la seule façon pour nous de nous détendre. J'ai ressenti une véritable lueur de bonheur pour eux, repoussant la lassitude familière d'être la gardienne toujours fiable et non payée. Une semaine de soleil et de sable. Ils le méritaient, me suis-je dit. Ils travaillaient si dur. Je m'en sortirais. Les enfants étaient ma joie, après tout. Le mensonge s'est effondré quelques jours après leur départ. Le courrier est arrivé, et parmi les factures et les catalogues, il y avait une épaisse enveloppe de la société de cartes de crédit. Elle m'était adressée, mais c'était pour la carte supplémentaire que j'avais donnée à Julia il y a des années, pour les urgences seulement. Je l'avais en grande partie oubliée, car elle l'utilisait rarement. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mes mains, guidées par une affreuse prémonition que je ne pouvais expliquer, ont ouvert l'enveloppe. Mes yeux ont parcouru les pages, mon souffle coupé dans ma gorge. Là, niché entre des frais pour des cafés et des grands magasins, se trouvait une seule transaction stupéfiante de Sunshine Travel Co. Pour 7 452 $. La date de la transaction était il y a 2 semaines. Les Bahamas. Le voyage tout frais payé de l'entreprise de Marc. Tout était un mensonge.
Un mensonge d'une audace époustouflante, payé avec mon argent, avec l'argent de François. L'air de mon petit appartement calme est soudainement devenu mince et suffocant. Je me suis assise au bord de mon lit, le relevé serré dans ma main, le papier froissé par la force de ma prise. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la cruauté désinvolte de la tromperie. Il ne s'était même pas donné la peine d'être intelligent. Il m'avait regardé droit dans les yeux, m'avait servi une histoire qu'ils devaient avoir concoctée ensemble, et avait joué sur mon amour et ma confiance pour financer leur escapade luxueuse. Ils me voyaient comme si crédule, si déconnecté, qu'ils ne pensaient pas une seconde que je vérifierais un jour. Et le plus douloureux? Ils avaient presque raison. Sans ce sentiment aléatoire et tenace, j'aurais continué à croire leurs mensonges, heureuse de leur bonne fortune pendant que ma propre sécurité diminuait. La pièce était silencieuse, mais mon esprit hurlait. Pour la première fois, les mots de Brigitte résonnaient non pas comme un avertissement, mais comme un fait simple et évident: elle t'utilise. Quand ils sont revenus, bronzés et radieux, ils m'ont présenté un souvenir de mauvais goût. Ma maman est allée aux Bahamas et tout ce que j'ai eu c'est ce t-shirt, et j'ai dû me retenir physiquement de le leur jeter à la figure. J'ai attendu un jour, rassemblant mon courage. J'ai trouvé Julia dans la cuisine, en train de faire défiler son téléphone. J'ai posé le relevé de carte de crédit sur l'îlot en marbre devant elle. Ma voix était plus basse que prévu. Julia, j'ai reçu la facture de la carte de crédit. Elle l'a regardée, ses yeux parcourant le montant du voyage, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de panique. Mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un masque d'exaspération lasse. Oh, ça, a-t-elle dit, agitant une main dédaigneuse. C'est une histoire de remboursement, maman. L'entreprise de Marc nous paie en retour. C'est juste un retard de paperasse. Tu ne peux pas être sérieuse avec ça. Elle a soupiré, comme si c'était moi qui causais un problème. Honnêtement, maman, je n'arrive pas à croire que tu chipotes pour ça. Tu ne veux pas me voir heureuse? Voilà. Voilà sa défense. Elle a transformé mon inquiétude en accusation, mon choc en une attaque contre son bonheur. J'étais la méchante parce que j'avais remarqué que j'avais été volée. J'ai senti la combativité me quitter, remplacée par une tristesse froide et profonde. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ramassé le relevé et suis retournée dans mon appartement, le son de son soupir irrité me suivant dans le couloir. J'ai fermé la porte à clé derrière moi, chose que je ne faisais jamais. Assise là, j'ai réalisé que je n'étais plus seulement une fondation. J'étais une mine, et il m'extrayait de chaque ressource précieuse, couche par couche. Et en regardant les photos souriantes d'eux sur la plage qu'ils avaient postées en ligne, j'ai su avec une certitude glaciale qu'ils continueraient à creuser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils n'avaient aucune idée que j'avais vu la facture, mais leurs mensonges éhontés m'ont montré qu'ils étaient capables de tout. Ce que je ne savais pas, c'est que leur prochain plan était bien plus ambitieux, et il ne s'agissait pas seulement de mon argent. Il s'agissait de ma vie entière. Dans les semaines qui ont suivi l'incident des Bahamas, une trêve fragile et tacite s'est installée dans la maison. En surface, les choses sont revenues à la normale. Je faisais les crêpes, j'accompagnais les enfants au but, je pliais le linge. Mais en dessous, un gouffre s'était ouvert entre nous. J'étais plus renfermée, mes sourires plus forcés. Julia et Marc semblaient marcher sur des œufs autour de moi, leurs interactions teintées d'une douceur artificielle et doucereuse, comme s'ils essayaient de masquer le trou béant de notre relation avec un sentimentalisme bon marché. Ils ne se sont pas excusés, bien sûr. Ils ont simplement fait comme si la confrontation n'avait jamais eu lieu, une de leurs tactiques classiques que je commençais seulement à voir avec une clarté aveuglante. Leur nouvelle stratégie n'était pas de m'exploiter avec des demandes directes, mais de m'étouffer avec de la gentillesse, une forme de manipulation bien plus insidieuse. Le point de rupture, le moment qui a brisé les derniers vestiges de mon déni, est arrivé un mardi après-midi pluvieux. Le ciel dehors avait la couleur d'un hématome, et un froid morne s'était installé profondément en moi. Julia a frappé à la porte de mon appartement, son visage un masque parfait de sollicitude affectueuse. À la main, elle tenait un dossier élégant, relié en cuir. « Maman » a-t-elle commencé, sa voix douce comme du velours. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Tu fais tellement pour nous, pour tout le monde. J'ai parlé à une amie, et elle a mentionné à quel point il est important pour les personnes. Tu sais, à un certain âge, de mettre de l'ordre dans leurs affaires.
Elle a ouvert le dossier sur ma table basse, révélant une pile de documents intimidants remplis de jargon juridique. C'est juste une simple procuration, a-t-elle dit, d'un ton léger. Ça ne veut rien dire pour l'instant. C'est juste pour ta protection. Pour s'assurer que quelqu'un puisse prendre soin de tes finances et prendre des décisions si, Dieu nous en préserve, tu ne pouvais plus. Ça me tranquilliserait tellement l'esprit. J'ai fixé les papiers, une angoisse froide se levant dans mon estomac. Une procuration. Cela ressemblait moins à un bouclier pour ma protection qu'à un trousseau de clés pour ma vie entière. Mes 30 années de secrétaire de direction m'avaient appris à lire les petites lignes, à comprendre le poids d'une signature sur un document officiel. Il ne s'agissait pas seulement de payer des factures. Il s'agissait de contrôle. Un contrôle absolu. J'ai gagné du temps, lui disant que j'avais besoin de trouver mes lunettes de lecture, que je voulais regarder ça attentivement. Juste à ce moment-là, son téléphone, qu'elle avait posé sur la table à côté du dossier, a commencé à sonner. L'écran s'est allumé avec le nom de Marc. Elle a jeté un coup d'œil, puis à moi. « Oh, c'est juste Marc », a-t-elle dit, répondant avec le haut-parleur activé, une habitude qu'elle avait et que j'avais toujours trouvée étrange. « Salut, chérie, je suis avec maman. Je te rappelle tout de suite », a-t-elle gazouillé. Elle a appuyé sur l'écran pour mettre fin à l'appel, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Dans sa hâte, les yeux fixés sur moi, jaugeant ma réaction au document, son doigt a raté l'icône rouge raccrochée. La ligne est restée ouverte. Elle s'est levée et s'est dirigée vers ma petite kitchenette. « Je peux te faire du thé, maman ? Tu as l'air un peu pâle. » Elle s'affairait, le dos tourné, créant un prétexte de soins domestiques pendant que le téléphone sur ma table basse devenait un micro en direct, diffusant la vérité directement au cœur de ma maison. L'air était immobile. Et puis, la voix de Marc, faible et claire, a éclaté du petit haut-parleur. « Alors ? Elle a gobé le coup du pour ta protection ?» Mon sang s'est glacé. Je me suis figée, mes yeux rivés sur le téléphone. Je ne pouvais pas respirer, pas bouger. J'étais une statue dans mon propre salon, prisonnière d'une conversation que je n'étais jamais censée entendre. Julia, toujours dans la kitchenette, a dû l'entendre à travers son propre téléphone, car elle a sifflé une réponse, sa voix un murmure venimeux que je pouvais maintenant entendre à la fois de l'autre bout de la pièce et du téléphone lui-même. « Chut! Pas maintenant ? Mais oui, je crois. Elle gagne du temps, veut regarder ça attentivement comme la vieille maîtresse d'école qu'elle est. » Un rire sec et sans joie. Elle n'a aucune idée de ce que vaut réellement le portefeuille d'investissement de François. J'ai vu un relevé par accident l'année dernière. C'est énorme, Marc. Énorme au point de changer notre vie. Le nom de mon mari sur ses lèvres, tordu en un outil pour son avidité, était une profanation. La voix de Marc est revenue, teintée d'impatience. Fais-lui juste signer, Julia. Une fois qu'on aura cette procuration, on pourra demander à Monsieur Dubois de liquider les biens. On pourra vendre ce gouffre financier, acheter cette maison en bord de mer dans le sud-ouest, et enfin la mettre dans une maison de retraite. J'en ai trouvé une pas mal, un endroit appelé les Pins Murmurants. C'est abordable. Les Pins Murmurants. Le nom a résonné dans la pièce silencieuse. Abordable. Le mot était un coup de feu. Il ne me protégeait pas. Il me liquidait. Ma maison, ma sécurité, ma vie entière, réduite à un chiffre sur un bilan, un obstacle entre eux et une maison sur une plage. L'amour auquel je m'étais accroché, la croyance en la bonté fondamentale de ma fille que j'avais entretenue contre toute évidence, s'est effondré en poussière. C'était une trahison complète et absolue, mise à nu par un glissement de doigts négligent. À cet instant, la Carole douce et conciliante est morte. La mère tranquille et longtemps souffrante a cessé d'exister. Alors que Julia se retournait du comptoir, une tasse de thé à la main et un faux sourire rassurant sur le visage, elle n'avait aucune idée qu'elle ne regardait plus sa victime. Elle regardait son juge. Et moi, le jury, j'avais déjà rendu mon verdict. C'était le moment qui a tout changé. Une seule révélation accidentelle qui a exposé un univers de mensonges. C'est drôle comme la vie peut basculer sur une si petite erreur. Si tu as déjà eu un moment où la vérité t'a frappé comme un coup physique, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Clique sur le bouton j'aime si tu as déjà dû puiser ta force dans un moment de trahison totale.
Ton soutien compte plus que tu ne le penses, et crois-moi, tu vas vouloir savoir ce qui s'est passé ensuite. Julia a posé la tasse de thé sur la table basse devant moi. Le cliquetis de la porcelaine contre le bois était assourdissant dans le silence pesant de la pièce. Tiens, maman, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'une sollicitude qui me donnait maintenant la nausée. Bois ça. Tu te sentiras mieux. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois sans le filtre adoucissant de l'amour maternel. J'ai vu les fines lignes de l'avarice autour de sa bouche, le calcul froid dans ses yeux que j'avais si longtemps pris pour de l'ambition. Elle a vu mon silence, mon immobilité, et l'a interprété comme un choc ou une confusion, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Mais c'était le choc d'un général voyant le plan de bataille entier de l'ennemi étalé devant lui, pas le choc d'une agnelle réalisant qu'elle était dans une tanière de loup. Elle pensait que j'étais l'agnelle. Ce fut sa seconde erreur fatale. Je n'ai pas tendu la main vers le thé. Je n'ai pas regardé les documents de la procuration. J'ai simplement regardé son visage, mémorisant les traits de cette étrangère qui portait la peau de ma fille. Mon esprit, celui qu'elle venait de railler comme celui d'une vieille maîtresse d'école, tourbillonnait. Les années que j'avais passées comme responsable administrative, gérant des milliers de dossiers d'élèves, recoupant des bulletins, faisant respecter des délais, et naviguant le labyrinthe des règles du système éducatif, avaient aiguisé mon esprit en un outil organisationnel tranchant. J'étais une maîtresse des détails, des systèmes, des conséquences. Ils voyaient une femme tranquille et vieillissante qui faisait des biscuits. Ils avaient oublié que j'étais une femme qui avait géré une institution complexe, une femme qui savait que pour chaque action, il y a une réaction spécifique, documentée et inévitable. Et leurs actions venaient de mettre en mouvement une chaîne d'événements qu'ils ne pouvaient absolument pas prévoir. « Tu vas bien, maman ?» a demandé Julia, un soupçon d'impatience rampant maintenant dans sa voix. Elle avait besoin de cette signature. Elle avait besoin de conclure l'affaire. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » J'ai finalement déplacé mes yeux de son visage vers le téléphone, toujours inerte sur la table. Un fantôme. Oui, d'une certaine manière, j'en avais vu un. J'avais vu le fantôme de mon amour pour elle, un spectre de ce que je pensais que nous avions. Je suis juste fatiguée, ma chérie, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Je crois que j'ai besoin de m'allonger un peu. Nous pourrons regarder ces papiers une autre fois. Le soulagement a inondé son visage. Elle pensait avoir réussi, que la graine était plantée et qu'il ne lui fallait que du temps pour germer. Bien sûr, maman. Repose-toi, a-t-elle dit, rassemblant le dossier. Elle a finalement ramassé son téléphone, l'a regardé, et l'a glissé dans sa poche, complètement inconsciente du fait qu'il venait de faire exploser mon monde. Dès qu'elle a fermé la porte de mon appartement, le barrage soigneusement construit de mon sang-froid a cédé. Mais ce ne fut pas un flot de larmes, pas les sanglots impuissants auxquels elle se serait attendue. Ce fut une marée silencieuse et froide de rage. Une rage si pure et si profonde qu'elle a tout clarifié. Elle a brûlé le brouillard de sentimentalité, l'étoile d'araignée de l'espoir, et le résidu persistant de culpabilité. Je n'étais pas triste. J'étais éveillée. Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai regardé la pelouse impeccable, la maison parfaite, la prison qu'ils avaient construite pour moi avec mon propre argent. Ils l'avaient appelée un gouffre financier. Ils m'avaient appelée la vieille femme. Ils avaient un nom pour l'endroit où ils prévoyaient de me jeter, les pins murmurants. Le nom lui-même était une insulte, une étiquette doucereuse et condescendante pour un endroit où l'on envoyait les gens pour être oubliés. Je suis restée là longtemps, la pluie traçant des larmes sur la vitre que je refusais de verser. J'ai pensé à François. Il m'avait toujours dit, « Carole, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Ne laisse jamais personne te faire te sentir petite. » Je les avais laissés me faire me sentir petite. Je m'étais rétrécie pour m'adapter à leur monde, pour être pratique, pour être utile. Plus jamais. La mère tranquille et conciliante était partie, et à sa place se tenait une femme avec un portefeuille substantiel, un titre de propriété clair sur le terrain même où il se trouvait, et une connaissance encyclopédique des règles et des procédures. Ils avaient commencé une guerre sans connaître l'arsenal de leur adversaire. Ils pensaient jouer aux dames avec un simple pion. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils jouaient aux échecs avec une reine, et j'avais fini d'être une pièce passive sur l'échiquier. J'allais prendre le contrôle du jeu. Mon esprit était déjà en train de passer en revue les possibilités,
de formuler un plan, mon cerveau de responsable administrative se mettant en marche. La première étape était de confirmer mes ressources. La seconde était de les sécuriser. La troisième. La troisième serait de leur montrer ce qu'une vieille maîtresse d'école peut faire quand on essaie de l'écrire hors de sa propre histoire de vie. La rage qui s'était cristallisée en moi n'exigeait pas une confrontation immédiate et bruyante. Ça, c'était leur façon, émotionnelle, désordonnée, et au final, improductive. Ma façon, la façon de la responsable administrative, était méthodique, précise, et silencieuse. La vengeance, décidai-je en m'asseyant dans le calme de mon appartement ce soir-là, est un plat qui se sert de préférence sur papier à en-tête officielle. Mon premier appel ne fut pas à un avocat, mais à Brigitte. Je lui ai tout raconté, ma voix basse et régulière, décrivant la conversation que j'avais entendue sans un seul tremblement. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil avant que Brigitte ne parle, sa voix rayonnant de la juste fureur que je gardais fermement enroulée en moi. Cette misérable, cette ingrate, commença-t-elle, avant de se reprendre. Ok, Carole, ok. Écoute-moi bien. Ne leur dis pas un mot. Pas un seul mot. Laisse-les croire que tu es toujours leur chère vieille maman ignorante. On joue selon les règles. Sa validation fut la dernière pièce d'armure dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai agi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant que Julia était au yoga et que les enfants étaient à l'école, j'ai récupéré la lourde boîte ignifugée au fond de mon placard, celle que François avait étiquetée maison et biens. À l'intérieur se trouvait un trésor de documents qu'il n'avait jamais pris la peine de demander. L'acte de propriété original de cette maison, clair et sans charge, avec mon nom, Caroline Dubois, comme seul propriétaire. Il y avait les relevés d'un compte de courtage que je détenais conjointement avec François, un compte auquel je n'avais pas touché depuis sa mort, le laissant croître sous la guidance constante de notre conseiller financier. Et là, au fond, se trouvait la carte de visite de ce conseiller, Monsieur Lefebvre, un homme de la génération de François, dont la poignée de main valait un contrat. Mon premier acte de guerre officielle fut un appel téléphonique. Monsieur Lefebvre, dis-je, ma voix claire et professionnelle. C'est Carole Dubois. J'ai besoin de fixer un rendez-vous urgent et confidentiel. Je vais apporter des changements importants à mon portefeuille et à ma planification successorale. Il y eut une brève pause, puis sa voix chaleureuse et assurée répondit. Bien sûr, Carole. Je suis content que vous ayez appelé. François disait toujours que vous aviez un esprit plus affûté pour les affaires que lui. 10 heures demain matin, ça vous va? Le respect dans sa voix, la simple reconnaissance de ma compétence, fut comme un baume sur une blessure à vif. J'ai senti une partie de mon ancienne moi, la professionnelle capable et respectée, se remettre en place. Ils avaient oublié qui j'étais. Monsieur Lefebvre, non. L'étape suivante exigeait une autre sorte de courage. Je suis entrée dans la partie principale de la maison, mon cœur battant un rythme régulier et déterminé. Julia était dans la cuisine, en train de mixer un smoothie vert. « Maman, tu es debout et en pleine forme ?» a-t-elle dit avec cette même luminosité fausse et exaspérante. « Je le suis », ai-je répondu d'une voix égale. « Julia, j'ai réfléchi à ces papiers que tu m'as montrés. Tu as raison. Il est temps que je mette de l'ordre dans mes affaires. » J'ai regardé une lueur de triomphe éclairer ses yeux, un éclat avide et satisfait qu'elle a essayé en vain de dissimuler. « Je suis si contente que tu vois les choses comme ça, maman. C'est pour le mieux. » Ça leste, ai-je acquiescé. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec mon propre avocat pour tout examiner et rédiger les documents nécessaires. Un vieil ami de François. Je veux m'assurer que tout est fait correctement, pour protéger tout le monde. La lumière dans ses yeux a instantanément diminué, remplacée par une confusion prudente. Cela ne faisait pas partie de son plan. Son plan impliquait son avocat, ses documents, son contrôle. Ton propre avocat? Bégaya-t-elle. Mais celui que mon ami a recommandé est excellent, et il a déjà tout préparé. Je lui ai offert un sourire serein, du genre que l'on donne à un enfant qui ne comprend pas les affaires d'adultes. Je suis sûre qu'il l'est, ma chérie. Mais je serai plus à l'aise avec quelqu'un que je connais. Ne t'inquiète de rien. Je m'en occupe. J'ai ensuite fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai pris mes clés de voiture sur le crochet près de la porte. Je sors un peu. Il y a une nouvelle exposition au musée que je veux voir. Je serai de retour plus tard cet après-midi. Je suis sortie,
la laissant planter près du mixeur, son smoothie vert tourbillonnant, ses plans parfaitement établis commençant à tourner au vinaigre. C'était un petit geste, une simple déclaration d'indépendance, mais cela a semblé comme enfoncer la porte d'une prison. Je ne reprenais pas seulement le contrôle de mes finances. Je reprenais ma vie, une visite de musée, un rendez-vous chez l'avocat, une décision soigneusement exécutée à la fois. L'échiquier était prêt. Les pièces se déplaçaient. Et l'échec et mat que je planifiais serait aussi silencieux, et aussi dévastateur, que leur propre traîtrise murmurée. Mon rendez-vous avec M. Lefebvre fut moins une consultation qu'une session stratégique entre deux généraux alliés. J'ai exposé la situation en termes crus et dénués d'émotion, omettant les détails douloureux de la trahison et me concentrant uniquement sur les faits financiers et légaux. J'ai expliqué mes objectifs, sécuriser mes biens immédiatement, liquider certains placements pour avoir des liquidités, et créer un plan successoral en béton armé qui serait absolument impénétrable pour Julia et Marc. Monsieur Lefebvre a écouté, son expression devenant plus sombre à chaque phrase. Quand j'ai terminé, il n'a pas offert de compassion. Il a offert des solutions. François serait fier de vous, Carole, a-t-il dit, sa voix ferme. Il a toujours valorisé la décision. Voici ce que nous allons faire. Pendant l'heure qui a suivi, nous n'étions plus une veuve en deuil et un conseiller aimable. Nous étions une équipe, démantelant méthodiquement la structure financière que Julia pensait sur le point d'hériter. Au moment où j'ai quitté son bureau, les premières étapes cruciales étaient déjà enclenchées. Nous avons établi un nouveau compte bancaire principal dans une institution complètement différente, auquel seul moi avais accès. Une partie significative de mon portefeuille d'actions était en cours de liquidation, les fonds devant être transférés vers ce nouveau compte sécurisé. Nous avons également initié le processus de création d'une fiducie irrévocable, un équivalent d'un trust en droit français. Bien que le concept soit plus complexe, l'idée est la même, protéger et gérer des biens au profit de bénéficiaires désignés. Ce fut le coup de maître, la forteresse légale qui protégerait mon héritage. La fiducie serait le seul bénéficiaire de ma succession, et ces termes seraient explicites. Mes petits-enfants, Léo et Chloé, seraient pris en charge, mais uniquement par le biais de fonds d'études soigneusement gérés qui leur seraient accessibles à l'âge de 21 ans, administrés par un fiduciaire tiers neutre. Julia et Marc ne pourraient pas toucher un seul centime. Le nom de la fiducie, décidai-je, serait la fiducie héritage François Dubois. C'était un humble hommage à mon mari, et un rappel cinglant à ma fille de l'homme dont elle avait si complètement profané la mémoire. Le rendez-vous suivant fut avec l'avocate que M. Lefebvre avait recommandée, une femme affûtée et pragmatique nommée Maître Lefebvre. Je lui ai expliqué les mêmes détails. Elle a immédiatement compris la gravité et l'urgence. La procuration qu'il voulait vous faire signer aurait été une condamnation à mort financière, a-t-elle déclaré sans détour. Nous allons en rédiger une nouvelle, effective immédiatement, qui nomme Brigitte comme votre mandataire si jamais vous deveniez incapable. Nous allons également déposer une révocation formelle de tout document antérieur, juste au cas où. Mais sa contribution la plus importante concernait la maison. Carole, a-t-elle dit en se penchant en avant. L'acte est à votre nom. Vous avez toutes les cartes en main. Dès que vous serez prête, nous pourrons mettre cette propriété en vente. Étant donné le marché actuel dans ce quartier, elle se vendra rapidement. C'est votre levier le plus puissant. Levier. C'était un mot froid et dur, mais c'était la langue de cette nouvelle réalité. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en me sentant plus légère. Le poids de ma souffrance silencieuse était remplacé par le poids de mes actions. J'ai continué à jouer mon rôle, la mère tranquille qui s'affairait dans son appartement. Je souriais poliment à Julia, répondais à ses questions sur ma journée avec des banalités vagues, et ne lui donnais aucune information. Mon secret était un mur contre lequel elle continuait de buter, et cela la déstabilisait clairement. Je pouvais voir la frustration monter dans ses yeux, la suspicion assombrir son visage. Alors, tu as parlé à cet avocat ? Demandait-elle, essayant d'avoir l'air désinvolte. C'est un processus, ma chérie, répondais-je avec un sourire serein. Ces choses prennent du temps pour être faites correctement. Ses tentatives pour obtenir des informations étaient maladroites, nées d'une arrogance qui lui faisait croire qu'elle avait le droit de connaître chacun de mes mouvements. Elle ne pouvait pas comprendre que le flux d'informations avait été coupé à la source. Le moment le plus satisfaisant de cette guerre silencieuse est arrivé une semaine plus tard. Julia a fait irruption dans mon appartement,
Son visage un masque de fureur, agitant un morceau de papier à la main. C'était une lettre de la société de cartes de crédit. Ils ont annulé ma carte. A-t-elle hurlé, sa voix brisée par l'indignation. Ma carte supplémentaire. Elle a été refusée au salon de coiffure. Ils ont dit que leur titulaire du compte principal l'avait résiliée. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? J'ai levé les yeux du livre que je lisais, mon expression une légère surprise. Oh, ma chérie, ai-je dit, ma voix calme. Oui, je l'ai fait. Mon nouveau conseiller financier a dit que c'était un risque de sécurité d'avoir de vieilles cartes inutilisées ouvertes. C'était juste une mesure d'entretien. L'excuse était plausible, inattaquable, et absolument exaspérante pour elle parce que c'était une décision qu'un adulte responsable prendrait. J'utilisais leur propre narration selon laquelle j'étais une vieille femme gâteuse qui avait besoin de protection contre eux. Mais j'utilise cette carte. A-t-elle balbutié. Je t'ai dit que c'était pour les urgences? Ai-je répondu, ma voix ne perdant rien de sa tranquillité. Et si je me souviens bien, ta dernière urgence était une semaine aux Bahamas. La couleur a quitté son visage. C'était la première fois que je faisais référence directement à sa tromperie depuis l'incident. C'était un coup de semonce, un signal clair que j'en savais beaucoup plus que je ne le laissais paraître. J'avais coupé une ligne d'approvisionnement mineur, et sa réaction de pure panique m'a tout dit. Ils étaient complètement dépendants de mes ressources, et ils étaient sur le point de découvrir que la mine avait officiellement cessé ses activités. Si mon parcours pour reprendre mon pouvoir résonne en vous, si vous croyez qu'il faut se défendre quel que soit son âge, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il y a ici une communauté d'âmes fortes, et votre histoire compte. Je ne faisais que commencer, et les vrais feux d'artifice étaient encore à venir. L'annulation de la carte de crédit n'était que le premier domino à tomber. Dans les jours qui ont suivi, les conséquences de mes manœuvres silencieuses ont commencé à faire des vagues dans leur vie soigneusement arrangée, créant des secousses qui ont ébranlé la fondation même de leur confort. Ils avaient bâti leur style de vie sur mon soutien invisible, et maintenant que l'échafaudage était systématiquement retiré, toute la structure a commencé à s'affaisser. La première fissure majeure est apparue lorsque la facture des cours de tennis privés des enfants est arrivée. Marc, habitué à simplement laisser de telles enveloppes sur l'îlot de cuisine pour que je m'en occupe, l'a fait par habitude. Elle est restée là pendant 3 jours. Le 4e jour, un avis de retard de paiement est arrivé. Marc me l'a finalement apporté, un air confus et légèrement irrité sur le visage. Carole, tu as vu ça? C'est en retard. J'ai regardé la facture, puis lui, mon expression une interrogation polie. Je l'ai vue, ai-je dit. Elle est adressée à vous et Julia, n'est-ce pas? La question simple et logique a semblé court-circuiter son cerveau. Il m'a regardé, puis l'enveloppe, comme s'il la voyait pour la première fois. Eh bien, oui, mais... Tu as toujours? Il s'est interrompu, l'attente inexprimée planant maladroitement dans l'air. J'ai réévalué mon budget, Marc, ai-je dit, ma voix douce mais ferme, le ton d'une responsable administrative expliquant une date limite non négociable. Mon conseiller m'a mis sur un plan plutôt strict pour m'assurer que mes fonds durent pour ma retraite. Je crains que les dépenses non essentielles pour les autres n'en fassent plus partie. J'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Cours de tennis, cotisation au club de golf, service de ménage hebdomadaire. Tout leur monde était construit sur des dépenses non essentielles payées par moi. Il s'est éloigné sans un mot de plus, la facture toujours à la main, un air de profond désarroi sur le visage. La pression a monté. Les tentatives de Julia pour maintenir son statut social sont devenues de plus en plus difficiles. Ses amis du quartier faisaient toute partie d'un club gourmet qui se réunissait chaque mois, chaque membre organisant un dîner somptueux. C'était bientôt son tour. Auparavant, elle m'aurait présenté une liste de courses extravagantes et une carte des vins qui ferait rougir un sommelier, le tout aurait été couvert sans discussion. Cette fois, elle s'est approchée de moi avec un ton forcé et suppliant. « Maman, tu sais que mon dîner de club gourmet est la semaine prochaine. Je pensais faire un bœuf Wellington. Je ne l'ai pas laissé terminer. Ça a l'air délicieux, ma chérie, ai-je dit, sans lever les yeux de mon journal. J'espère que tes invités l'apprécieront. » Le silence qui a suivi était lourd de sa demande inexprimée. Quand je n'ai rien offert de plus, elle a finalement craqué. Eh bien, je ne peux absolument pas me permettre les ingrédients pour ça toute seule. A-t-elle dit, la voix montant. C'est important pour notre vie sociale, pour les relations des enfants.
J'ai finalement abaissé mon journal et les regardé. Alors peut-être devrais-tu choisir un menu qui rentre dans ton propre budget, Julia. On dit que les pâtes sont très polyvalentes. La conversation fut un tournant. C'était le moment où ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une saute d'humeur temporaire de ma part. C'était un nouveau régime. Le robinet d'argent à flot continu n'avait pas seulement été fermé. Il avait été scellé à la source. Leur anxiété est devenue une entité palpable dans la maison. Je pouvais les entendre chuchoter dans leur chambre la nuit, leur voix aiguë et stressée. Le rythme facile et confortable de leur vie avait disparu, remplacé par la réalité discordante de vivre selon leurs moyens réels. Marc a commencé à rester tard au bureau. Les cours de yoga de Julia ont été remplacés par de longs appels téléphoniques tendus avec sa banque. La belle façade de leur vie parfaite commençait à se fissurer et à s'effriter, révélant le matériau bon marché et instable en dessous. La confirmation ultime de mon succès ne vint pas d'une confrontation, mais d'un morceau de papier jeté. Je sortais le recyclage quand j'ai vu une enveloppe de résidence pour seniors Lépin murmurant dans leur poubelle. Mon cœur a eu un douloureux soubresaut, mais je me suis forcé à la récupérer. À l'intérieur n'était pas une brochure, mais une lettre. C'était une réponse à une demande qu'ils avaient faite. Elle détaillait les exigences de dépôt, les frais mensuels et le processus de candidature. Mais la partie la plus accablante était une note manuscrite de Marc au bas de la page, un calcul. Il avait pris la valeur estimée de mon portefeuille, celle que Julia avait aperçue, et avait soustrait le coût de la vente de la maison et les frais d'entrée élevés pour l'établissement. Il avait ensuite divisé le reste par 2. Il calculait littéralement sa part de ma vie. Voir ce chiffre froid et dur, ma prétendue valeur nette après avoir été éliminée, a effacé tout sentiment persistant que j'aurais pu avoir. Il ne s'agissait plus de stress ou de sentiment que tout leur était dû. C'était prédateur. Et les prédateurs, je le savais, ne comprennent qu'une seule chose, un changement soudain et décisif dans l'équilibre du pouvoir. Ils pensaient être les chasseurs. Ils n'avaient aucune idée que le piège était sur le point de se refermer. Le jour où le panneau à vendre a été planté sur la pelouse de devant fut un beau jeudi ensoleillé. Le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages, un contraste saisissant avec la tempête qui était sur le point d'éclater à l'intérieur de la maison. J'avais arrangé avec l'agent immobilier pour que le panneau soit installé pendant que Julia et Marc étaient dehors, assurant un impact maximal. Je me suis assise dans mon appartement, une tasse de thé à la main, et j'ai attendu. C'était le moment le plus calme que j'ai ressenti depuis des mois. Je n'étais plus un pion réagissant à leurs coups. J'avais pris le contrôle de l'échiquier et je dictais maintenant les termes du jeu. Chaque mouvement qu'ils avaient fait, du mensonge des Bahamas à l'embuscade de la procuration, avait été basé sur une hypothèse erronée, que cette maison était la leur. Aujourd'hui, cette hypothèse serait publiquement, et irrévocablement, corrigée. Leur retour fut exactement comme je l'avais imaginé. Le bruit d'une voiture freinant brusquement, une portière claquant avec assez de force pour faire trembler les fenêtres, puis la porte d'entrée s'ouvrant à la volée. Julia se tenait dans l'entrée, le visage pâle, les yeux écarquillés par un mélange d'incrédulité et de fureur. Marc était juste derrière elle, la bouche ouverte, fixant le panneau à travers la porte ouverte. « Qu'est-ce que c'est » La voix de Julia était un murmure étranglé. « Qu'est-ce que ce panneau fait sur notre pelouse » Elle s'est tournée vers moi alors que j'émergeais de mon appartement, ma tasse de thé toujours à la main. Pendant un instant, elle a semblé complètement perdue, comme si son monde entier avait basculé. « C'est un panneau à vendre, ma chérie » ai-je dit, ma voix égale et calme. J'ai décidé de vendre la maison. Les mots sont restés suspendus dans l'air, simples, factuels, et aussi dévastateurs qu'un boulet de canon. Le visage de Julia s'est contorsionné, l'incrédulité luttant contre une marée montante de rage. « Tu ne peux pas » a-t-elle hurlé, retrouvant sa voix. « Tu ne peux pas vendre notre maison. On vit ici. C'est notre maison » Marc est finalement sorti de sa stupeur. « Carole, c'est insensé. On a des droits. On payait les mensualités. » A-t-il tonné, s'avançant comme pour m'intimider. C'était une ruse faible et désespérée, et nous le savions tous. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon thé avant de répondre. J'ai laissé leur panique remplir l'espace, les laisser ressentir la perte totale et absolue de contrôle. Soyons clairs sur quelques points, ai-je commencé, ma voix de responsable administrative tranchant à travers leur hystérie. Premièrement,
Vous ne payez pas les mensualités hypothécaires. Vous payez une partie des charges mensuelles, une sorte de loyer, si vous voulez, qui n'a même pas approché le coût réel de cette propriété, sans parler des taxes foncières, des assurances ou de l'apport substantiel que j'ai fourni. Deuxièmement, ai-je poursuivi, levant la main pour arrêter l'éclat imminent de Julia, ce n'est pas, légalement parlant, notre maison. C'est ma maison. L'acte de propriété, que j'ai ici, est uniquement à mon nom. Je me suis dirigée vers la petite table du couloir où j'avais placé un dossier et j'ai sorti une copie de l'acte, la leur montrant. Leurs visages se sont décomposés. C'était le regard de deux joueurs qui avaient tout misé sur une seule main, pour découvrir que leur adversaire détenait une quinte flush royale imbattable. Ils avaient été tellement absorbés par leur plan pour mes liquidités, pour le portefeuille de François, qu'ils avaient négligé l'actif le plus précieux et tangible de tous. Ils avaient vécu dans mon château, complotant pour me renverser, sans jamais réaliser que je détenais la clé de la porte principale. Le combat a semblé les quitter, remplacé par une compréhension naissante et horrible de leur erreur de calcul. La colère de Julia s'est dissoute en une supplique désespérée et manipulatrice. Des larmes ont perlé dans ses yeux. « Maman, comment peux-tu nous faire ça? À tes propres petits-enfants? Où allons-nous aller? On va se retrouver à la rue. » A-t-elle sangloté, une performance qui, il y a quelques mois à peine, aurait brisé mon cœur. Maintenant, ce n'était que du bruit. J'ai pensé aux petits-enfants, ai-je dit, ma voix dépourvue de chaleur. J'ai établi une généreuse fiducie d'études pour eux à laquelle vous n'aurez aucun accès. Quant à savoir où vous irez, c'est un problème que vous et Marc devrez résoudre. Je crois que le marché de l'immobilier locatif est assez dynamique. Vous devrez simplement trouver quelque chose qui rentre dans votre budget réel. J'ai ensuite porté le coup final, décisif. Une famille très gentille a déjà fait une offre, bien au-dessus du prix demandé. Nous signons l'acte de vente dans 30 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Je me suis retournée et je suis retournée vers mon appartement, les laissant debout dans l'entrée d'une maison qui n'était plus la leur complot chuchoté et leurs grandes ambitions réduits à rien de plus qu'un avis d'expulsion de 30 jours. Le jeu était terminé. Échec et mat. Le sentiment de reprendre sa vie en main, son propre pouvoir, est indescriptible. C'est une force tranquille qui résonne au plus profond de votre âme. Si vous avez déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et rejoindre notre communauté. Avoir de vos nouvelles, savoir que vous êtes là, est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. La période de préavis de 30 jours fut comme vivre dans une cocotte minute. La maison, autrefois remplie de leurs rires forcés et de mon ressentiment silencieux, était maintenant épaisse d'un silence tendu et suffocant, ponctuée d'amères disputes qui éclataient derrière la porte fermée de leur chambre. La belle façade n'avait pas seulement craqué. Elle avait été rasée au bulldozer, et ils se retrouvaient au milieu des décombres de leur propre fabrication. Leur choc initial a tourné au vinaigre et s'est transformé en une campagne désespérée et multiforme pour reprendre le contrôle, chaque tentative plus pathétique et révélatrice que la précédente. Ils avaient perdu la guerre, mais ils insistaient pour mener une série d'escarmouches inutiles et humiliantes. Vint d'abord l'assaut émotionnel. Julia laissait accidentellement des albums photos ouverts sur la table basse, remplis de photos d'elle enfant souriante sur mes genoux. Elle s'asseyait à table, des repas que je ne cuisinais plus pour eux, et soupirait dramatiquement, disant aux enfants « Je ne sais pas où nous allons vivre, mais maman s'assurera que vous êtes en sécurité », lançant un regard blessé et accusateur dans ma direction. Les enfants, confus et anxieux, venaient alors me voir. « Mamie, pourquoi on déménage? J'aime bien mon école ?» demandait Léo, son petit visage marqué par l'inquiétude. C'était une tactique cruelle, utilisant mon amour pour mes petits-enfants comme une arme contre moi. C'était aussi celle qui faisait le plus mal. « Je sais, mon chéri, » leur disais-je en les serrant fort. « Et mamie s'assure que vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin pour un avenir merveilleux. Certaines choses sont justes pour les adultes dont il faut s'inquiéter. » J'ai refusé de la laisser les transformer en pions dans son jeu perdu. Quand les tentatives de culpabilisation échouèrent, Marc tenta une approche différente, l'intimidation juridique amateur. Il me coinça dans le couloir un soir, tenant une impression d'un site web conseil juridique gratuit. « Tu sais, Carole, dit-il, essayant d'avoir l'air autoritaire, j'ai fait quelques recherches.
On a ce qu'on appelle des droits d'occupant ou squatter rights, pour utiliser le terme anglais. Et on pourrait aussi te poursuivre pour la détresse émotionnelle que tu causes aux enfants. Il bomba le torse, caricature de l'autorité masculine. Je l'ai simplement regardé, puis le morceau de papier fragile dans sa main. Marc, ai-je dit, ma voix patiente, comme si j'expliquais une règle simple à un élève particulièrement lent. Vous n'êtes pas des occupants sans droit ni titre. Vous êtes des occupants avec mon autorisation temporaire, et je vous ai donné un préavis légal de 30 jours pour quitter les lieux, conformément au droit immobilier français. De plus, si vous souhaitez discuter de détresse émotionnelle devant un tribunal, j'ai un enregistrement téléphonique concernant un endroit appelé Les Pins, murmurant que mon avocate trouverait certainement très intéressant. Le sang quitta son visage. Il sembla que je l'avais physiquement giflé. La mention de l'enregistrement téléphonique, la seule preuve qu'il ne savait pas que je possédais, était mon atout maître. Il bégaya, marmonna quelque chose d'incohérent, et se retira. Il n'essaya plus jamais de me menacer. Leur ignorance de mes connaissances avait été leur plus grande faiblesse. Maintenant, la peur de ce que je pouvais encore savoir devint leur prison. Ils comprirent enfin qu'ils n'avaient pas affaire à une mère blessée. Ils avaient affaire à une adversaire qui avait 3 coups d'avance sur eux. Leur dernier acte, le plus désespéré, fut d'en appeler à mon sang de la famille. Ils demandèrent une discussion formelle dans les silencieuses. La vengeance, décidai-je en m'asseyant dans le calme de mon appartement ce soir-là, est un plat qui se sert de préférence sur papier à en-tête officielle. Mon premier appel ne fut pas à un avocat, mais à Brigitte. Je lui ai tout raconté, ma voix basse et régulière, décrivant la conversation que j'avais entendue sans un seul tremblement. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil avant que Brigitte ne parle, sa voix rayonnant de la juste fureur que je gardais fermement enroulée en moi. Cette misérable, cette ingrate, commença-t-elle, avant de se reprendre. Ok, Carole. Ok. Écoute-moi bien. Ne leur dis pas un mot. Pas un seul mot. Laisse-les croire que tu es toujours leur chère vieille maman ignorante. On joue selon les règles. Sa validation fut la dernière pièce d'armure dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai agi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant que Julia était au yoga et que les enfants étaient à l'école, j'ai récupéré la lourde boîte ignifugée au fond de mon placard, celle que François avait étiquetée maison et biens. À l'intérieur se trouvait un trésor de documents qu'il n'avait jamais pris la peine de demander. L'acte de propriété original de cette maison, clair et sans charge, avec mon nom, Caroline Dubois, comme seul propriétaire. Il y avait les relevés d'un compte de courtage que je détenais conjointement avec François, un compte auquel je n'avais pas touché depuis sa mort, le laissant croître sous la guidance constante de notre conseiller financier. Et là, au fond, se trouvait la carte de visite de ce conseiller, Monsieur Lefebvre, un homme de la génération de François, dont la poignée de main valait un contrat. Mon premier acte de guerre officielle fut un appel téléphonique. Monsieur Lefebvre, dis-je, ma voix claire et professionnelle. C'est Carole Dubois. J'ai besoin de fixer un rendez-vous urgent et confidentiel. Je vais apporter des changements importants à mon portefeuille et à ma planification successorale. Il y eut une brève pause, puis sa voix chaleureuse et assurée répondit. Bien sûr, Carole. Je suis content que vous ayez appelé. François disait toujours que vous aviez un esprit plus affûté pour les affaires que lui. 10 heures demain matin, ça vous va? Le respect dans sa voix, la simple reconnaissance de ma compétence, fut comme un baume sur une blessure à vif. J'ai senti une partie de mon ancienne moi, la professionnelle capable et respectée, se remettre en place. Ils avaient oublié qui j'étais. Monsieur Lefebvre, non. L'étape suivante exigeait une autre sorte de courage. Je suis entrée dans la partie principale de la maison, mon cœur battant un rythme régulier et déterminé. Julia était dans la cuisine, en train de mixer un smoothie vert. « Maman, tu es debout et en pleine forme ?» a-t-elle dit avec cette même luminosité fausse et exaspérante. « Je le suis », ai-je répondu d'une voix égale. « Julia, j'ai réfléchi à ces papiers que tu m'as montrés. Tu as raison. Il est temps que je mette de l'ordre dans mes affaires. » J'ai regardé une lueur de triomphe éclairer ses yeux, un éclat avide et satisfait qu'elle a essayé en vain de dissimuler. « Je suis si contente que tu vois les choses comme ça, maman. C'est pour le mieux. » Ça leste, ai-je acquiescé. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec mon propre avocat pour tout examiner et rédiger les documents nécessaires. Un vieil ami de François.
Je veux m'assurer que tout est fait correctement, pour protéger tout le monde. La lumière dans ses yeux a instantanément diminué, remplacée par une confusion prudente. Cela ne faisait pas partie de son plan. Son plan impliquait son avocat, ses documents, son contrôle. Ton propre avocat? Bégaya-t-elle. Mais celui que mon ami a recommandé est excellent, et il a déjà tout préparé. Je lui ai offert un sourire serein, du genre que l'on donne à un enfant qui ne comprend pas les affaires d'adultes. Je suis sûre qu'il l'est, ma chérie. Mais je serai plus à l'aise avec quelqu'un que je connais. Ne t'inquiète de rien. Je m'en occupe. J'ai ensuite fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai pris mes clés de voiture sur le crochet près de la porte. Je sors un peu. Il y a une nouvelle exposition au musée que je veux voir. Je serai de retour plus tard cet après-midi. Je suis sortie, la laissant planter près du mixeur, son smoothie vert tourbillonnant, ses plans parfaitement établis commençant à tourner au vinaigre. C'était un petit geste, une simple déclaration d'indépendance, mais cela a semblé comme enfoncer la porte d'une prison. Je ne reprenais pas seulement le contrôle de mes finances. Je reprenais ma vie, une visite de musée, un rendez-vous chez l'avocat, une décision soigneusement exécutée à la fois. L'échiquier était prêt. Les pièces se déplaçaient. Et l'échec et mat que je planifiais serait aussi silencieux, et aussi dévastateur, que leur propre traîtrise murmurée. Mon rendez-vous avec M. Lefebvre fut moins une consultation qu'une session stratégique entre deux généraux alliés. J'ai exposé la situation en termes crus et dénués d'émotion, omettant les détails douloureux de la trahison et me concentrant uniquement sur les faits financiers et légaux. J'ai expliqué mes objectifs, sécuriser mes biens immédiatement, liquider certains placements pour avoir des liquidités, et créer un plan successoral en béton armé qui serait absolument impénétrable pour Julia et Marc. Monsieur Lefebvre a écouté, son expression devenant plus sombre à chaque phrase. Quand j'ai terminé, il n'a pas offert de compassion. Il a offert des solutions. François serait fier de vous, Carole, a-t-il dit, sa voix ferme. Il a toujours valorisé la décision. Voici ce que nous allons faire. Pendant l'heure qui a suivi, nous n'étions plus une veuve en deuil et un conseiller aimable. Nous étions une équipe, démantelant méthodiquement la structure financière que Julia pensait sur le point d'hériter. Au moment où j'ai quitté son bureau, les premières étapes cruciales étaient déjà enclenchées. Nous avons établi un nouveau compte bancaire principal dans une institution complètement différente, auquel seul moi avais accès. Une partie significative de mon portefeuille d'actions était en cours de liquidation, les fonds devant être transférés vers ce nouveau compte sécurisé. Nous avons également initié le processus de création d'une fiducie irrévocable, un équivalent d'un trust en droit français. Bien que le concept soit plus complexe, l'idée est la même, protéger et gérer des biens au profit de bénéficiaires désignés. Ce fut le coup de maître, la forteresse légale qui protégerait mon héritage. La fiducie serait le seul bénéficiaire de ma succession, et ces termes seraient explicites. Mes petits-enfants, Léo et Chloé, seraient pris en charge, mais uniquement par le biais de fonds d'études soigneusement gérés qui leur seraient accessibles à l'âge de 21 ans, administrés par un fiduciaire tiers neutre. Julia et Marc ne pourraient pas toucher un seul centime. Le nom de la fiducie, décidai-je, serait la fiducie héritage François Dubois. C'était un humble hommage à mon mari, et un rappel cinglant à ma fille de l'homme dont elle avait si complètement profané la mémoire. Le rendez-vous suivant fut avec l'avocate que M. Lefebvre avait recommandée, une femme affûtée et pragmatique nommée Maître Lefebvre. Je lui ai expliqué les mêmes détails. Elle a immédiatement compris la gravité et l'urgence. La procuration qu'il voulait vous faire signer aurait été une condamnation à mort financière, a-t-elle déclaré sans détour. Nous allons en rédiger une nouvelle, effective immédiatement, qui nomme Brigitte comme votre mandataire si jamais vous deveniez incapable. Nous allons également déposer une révocation formelle de tout document antérieur, juste au cas où. Mais sa contribution la plus importante concernait la maison. Carole, a-t-elle dit en se penchant en avant. L'acte est à votre nom. Vous avez toutes les cartes en main. Dès que vous serez prête, nous pourrons mettre cette propriété en vente. Étant donné le marché actuel dans ce quartier, elle se vendra rapidement. C'est votre levier le plus puissant. Levier. C'était un mot froid et dur, mais c'était la langue de cette nouvelle réalité. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en me sentant plus légère. Le poids de ma souffrance silencieuse était remplacé par le poids de mes actions. J'ai continué à jouer mon rôle,
la mère tranquille qui s'affairait dans son appartement. Je souriais poliment à Julia, répondais à ses questions sur ma journée avec des banalités vagues, et ne lui donnais aucune information. Mon secret était un mur contre lequel elle continuait de buter, et cela la déstabilisait clairement. Je pouvais voir la frustration monter dans ses yeux, la suspicion assombrir son visage. Alors, tu as parlé à cet avocat? Demandait-elle, essayant d'avoir l'air désinvolte. C'est un processus, ma chérie, répondais-je avec un sourire serein. Ces choses prennent du temps pour être faites correctement. Ses tentatives pour obtenir des informations étaient maladroites, nées d'une arrogance qui lui faisait croire qu'elle avait le droit de connaître chacun de mes mouvements. Elle ne pouvait pas comprendre que le flux d'informations avait été coupé à la source. Le moment le plus satisfaisant de cette guerre silencieuse est arrivé une semaine plus tard. Julia a fait irruption dans mon appartement, son visage un masque de fureur, agitant un morceau de papier à la main. C'était une lettre de la société de cartes de crédit. Ils ont annulé ma carte. A-t-elle hurlé, sa voix brisée par l'indignation. Ma carte supplémentaire. Elle a été refusée au salon de coiffure. Ils ont dit que leur titulaire du compte principal l'avait résiliée. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? J'ai levé les yeux du livre que je lisais, mon expression une légère surprise. Oh, ma chérie, ai-je dit, ma voix calme. Oui, je l'ai fait. Mon nouveau conseiller financier a dit que c'était un risque de sécurité d'avoir de vieilles cartes inutilisées ouvertes. C'était juste une mesure d'entretien. L'excuse était plausible, inattaquable, et absolument exaspérante pour elle parce que c'était une décision qu'un adulte responsable prendrait. J'utilisais leur propre narration selon laquelle j'étais une vieille femme gâteuse qui avait besoin de protection contre eux. Mais j'utilise cette carte. A-t-elle balbutié. Je t'ai dit que c'était pour les urgences? Ai-je répondu, ma voix ne perdant rien de sa tranquillité. Et si je me souviens bien, ta dernière urgence était une semaine aux Bahamas. La couleur a quitté son visage. C'était la première fois que je faisais référence directement à sa tromperie depuis l'incident. C'était un coup de semonce, un signal clair que j'en savais beaucoup plus que je ne le laissais paraître. J'avais coupé une ligne d'approvisionnement mineur, et sa réaction de pure panique m'a tout dit. Ils étaient complètement dépendants de mes ressources, et ils étaient sur le point de découvrir que la mine avait officiellement cessé ses activités. Si mon parcours pour reprendre mon pouvoir résonne en vous, si vous croyez qu'il faut se défendre quel que soit son âge, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il y a ici une communauté d'âmes fortes, et votre histoire compte. Je ne faisais que commencer, et les vrais feux d'artifice étaient encore à venir. L'annulation de la carte de crédit n'était que le premier domino à tomber. Dans les jours qui ont suivi, les conséquences de mes manœuvres silencieuses ont commencé à faire des vagues dans leur vie soigneusement arrangée, créant des secousses qui ont ébranlé la fondation même de leur confort. Ils avaient bâti leur style de vie sur mon soutien invisible, et maintenant que l'échafaudage était systématiquement retiré, toute la structure a commencé à s'affaisser. La première fissure majeure est apparue lorsque la facture des cours de tennis privés des enfants est arrivée. Marc, habitué à simplement laisser de telles enveloppes sur l'îlot de cuisine pour que je m'en occupe, l'a fait par habitude. Elle est restée là pendant 3 jours. Le 4e jour, un avis de retard de paiement est arrivé. Marc me l'a finalement apporté, un air confus et légèrement irrité sur le visage. Carole, tu as vu ça? C'est en retard. J'ai regardé la facture, puis lui, mon expression une interrogation polie. Je l'ai vue, ai-je dit. Elle est adressée à vous et Julia, n'est-ce pas? La question simple et logique a semblé court-circuiter son cerveau. Il m'a regardé, puis l'enveloppe, comme s'il la voyait pour la première fois. Eh bien, oui, mais... Tu as toujours? Il s'est interrompu, l'attente inexprimée planant maladroitement dans l'air. J'ai réévalué mon budget, Marc, ai-je dit, ma voix douce mais ferme, le ton d'une responsable administrative expliquant une date limite non négociable. Mon conseiller m'a mis sur un plan plutôt strict pour m'assurer que mes fonds durent pour ma retraite. Je crains que les dépenses non essentielles pour les autres n'en fassent plus partie. J'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Cours de tennis, cotisation au club de golf, service de ménage hebdomadaire. Tout leur monde était construit sur des dépenses non essentielles payées par moi. Il s'est éloigné sans un mot de plus, la facture toujours à la main, un air de profond désarroi sur le visage. La pression a monté. Les tentatives de Julia pour maintenir son statut social sont devenues de plus en plus difficiles.
Ses amis du quartier faisaient toute partie d'un club gourmet qui se réunissait chaque mois, chaque membre organisant un dîner somptueux. C'était bientôt son tour. Auparavant, elle m'aurait présenté une liste de courses extravagantes et une carte des vins qui ferait rougir un sommelier, le tout aurait été couvert sans discussion. Cette fois, elle s'est approchée de moi avec un ton forcé et suppliant. « Maman, tu sais que mon dîner de club gourmet est la semaine prochaine. Je pensais faire un bœuf Wellington. Je ne l'ai pas laissé terminer. Ça a l'air délicieux, ma chérie, ai-je dit, sans lever les yeux de mon journal. J'espère que tes invités l'apprécieront. » Le silence qui a suivi était lourd de sa demande inexprimée. Quand je n'ai rien offert de plus, elle a finalement craqué. Eh bien, je ne peux absolument pas me permettre les ingrédients pour ça toute seule. A-t-elle dit, la voix montant. C'est important pour notre vie sociale, pour les relations des enfants. J'ai finalement abaissé mon journal et les regardé. Alors peut-être devrais-tu choisir un menu qui rentre dans ton propre budget, Julia. On dit que les pâtes sont très polyvalentes. La conversation fut un tournant. C'était le moment où ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une saute d'humeur temporaire de ma part. C'était un nouveau régime. Le robinet d'argent à flot continu n'avait pas seulement été fermé. Il avait été scellé à la source. Leur anxiété est devenue une entité palpable dans la maison. Je pouvais les entendre chuchoter dans leur chambre la nuit, leur voix aiguë et stressée. Le rythme facile et confortable de leur vie avait disparu, remplacé par la réalité discordante de vivre selon leurs moyens réels. Marc a commencé à rester tard au bureau. Les cours de yoga de Julia ont été remplacés par de longs appels téléphoniques tendus avec sa banque. La belle façade de leur vie parfaite commençait à se fissurer et à s'effriter, révélant le matériau bon marché et instable en dessous. La confirmation ultime de mon succès ne vint pas d'une confrontation, mais d'un morceau de papier jeté. Je sortais le recyclage quand j'ai vu une enveloppe de résidence pour Seigneur Lépin murmurant dans leur poubelle. Mon cœur a eu un douloureux soubresaut, mais je me suis forcée à la récupérer. À l'intérieur n'était pas une brochure, mais une lettre. C'était une réponse à une demande qu'ils avaient faite. Elle détaillait les exigences de dépôt, les frais mensuels et le processus de candidature. Mais la partie la plus accablante était une note manuscrite de Marc au bas de la page, un calcul. Il avait pris la valeur estimée de mon portefeuille, celle que Julia avait aperçue, et avait soustrait le coût de la vente de la maison et les frais d'entrée élevés pour l'établissement. Il avait ensuite divisé le reste par 2. Il calculait littéralement sa part de ma vie. Voir ce chiffre froid et dur, ma prétendue valeur nette après avoir été éliminée, a effacé tout sentiment persistant que j'aurais pu avoir. Il ne s'agissait plus de stress ou de sentiment que tout leur était dû. C'était prédateur. Et les prédateurs, je le savais, ne comprennent qu'une seule chose, un changement soudain et décisif dans l'équilibre du pouvoir. Ils pensaient être les chasseurs. Ils n'avaient aucune idée que le piège était sur le point de se refermer. Le jour où le panneau à vendre a été planté sur la pelouse de devant fut un beau jeudi ensoleillé. Le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages, un contraste saisissant avec la tempête qui était sur le point d'éclater à l'intérieur de la maison. J'avais arrangé avec l'agent immobilier pour que le panneau soit installé pendant que Julia et Marc étaient dehors, assurant un impact maximal. Je me suis assise dans mon appartement, une tasse de thé à la main, et j'ai attendu. C'était le moment le plus calme que j'ai ressenti depuis des mois. Je n'étais plus un pion réagissant à leurs coups. J'avais pris le contrôle de l'échiquier et je dictais maintenant les termes du jeu. Chaque mouvement qu'ils avaient fait, du mensonge des Bahamas à l'embuscade de la procuration, avait été basé sur une hypothèse erronée, que cette maison était la leur. Aujourd'hui, cette hypothèse serait publiquement, et irrévocablement, corrigée. Leur retour fut exactement comme je l'avais imaginé. Le bruit d'une voiture freinant brusquement, une portière claquant avec assez de force pour faire trembler les fenêtres, puis la porte d'entrée s'ouvrant à la volée. Julia se tenait dans l'entrée, le visage pâle, les yeux écarquillés par un mélange d'incrédulité et de fureur. Marc était juste derrière elle, la bouche ouverte, fixant le panneau à travers la porte ouverte. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de Julia était un murmure étranglé. « Qu'est-ce que ce panneau fait sur notre pelouse ?» Elle s'est tournée vers moi alors que j'émergeais de mon appartement, ma tasse de thé toujours à la main. Pendant un instant, elle a semblé complètement perdue, comme si son monde entier avait basculé. « C'est un panneau à vendre, ma chérie, ai-je dit, ma voix égale et calme.
J'ai décidé de vendre la maison. Les mots sont restés suspendus dans l'air, simples, factuels, et aussi dévastateurs qu'un boulet de canon. Le visage de Julia s'est contorsionné, l'incrédulité luttant contre une marée montante de rage. Tu ne peux pas. A-t-elle hurlé, retrouvant sa voix. Tu ne peux pas vendre notre maison. On vit ici. C'est notre maison? Marc est finalement sorti de sa stupeur. Carole, c'est insensé. On a des droits. On payait les mensualités. A-t-il tonné, s'avançant comme pour m'intimider. C'était une ruse faible et désespérée, et nous le savions tous. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon thé avant de répondre. J'ai laissé leur panique remplir l'espace, les laisser ressentir la perte totale et absolue de contrôle. Soyons clairs sur quelques points, ai-je commencé, ma voix de responsable administrative tranchant à travers leur hystérie. Premièrement, vous ne payez pas les mensualités hypothécaires. Vous payez une partie des charges mensuelles, une sorte de loyer, si vous voulez, qui n'a même pas approché le coût réel de cette propriété, sans parler des taxes foncières, des assurances ou de l'apport substantiel que j'ai fourni. Deuxièmement, ai-je poursuivi, levant la main pour arrêter l'éclat imminent de Julia, ce n'est pas, légalement parlant, notre maison. C'est ma maison. L'acte de propriété, que j'ai ici, est uniquement à mon nom. Je me suis dirigée vers la petite table du couloir où j'avais placé un dossier et j'ai sorti une copie de l'acte, la leur montrant. Leurs visages se sont décomposés. C'était le regard de deux joueurs qui avaient tout misé sur une seule main, pour découvrir que leur adversaire détenait une quinte flush royale imbattable. Ils avaient été tellement absorbés par leur plan pour mes liquidités, pour le portefeuille de François, qu'ils avaient négligé l'actif le plus précieux et tangible de tous. Ils avaient vécu dans mon château, complotant pour me renverser, sans jamais réaliser que je détenais la clé de la porte principale. Le combat a semblé les quitter, remplacé par une compréhension naissante et horrible de leur erreur de calcul. La colère de Julia s'est dissoute en une supplique désespérée et manipulatrice. Des larmes ont perlé dans ses yeux. « Maman, comment peux-tu nous faire ça? À tes propres petits-enfants? Où allons-nous aller? On va se retrouver à la rue. » A-t-elle sangloté, une performance qui, il y a quelques mois à peine, aurait brisé mon cœur. Maintenant, ce n'était que du bruit. J'ai pensé aux petits-enfants, ai-je dit, ma voix dépourvue de chaleur. J'ai établi une généreuse fiducie d'études pour eux à laquelle vous n'aurez aucun accès. Quant à savoir où vous irez, c'est un problème que vous et Marc devrez résoudre. Je crois que le marché de l'immobilier locatif est assez dynamique. Vous devrez simplement trouver quelque chose qui rentre dans votre budget réel. J'ai ensuite porté le coup final, décisif. Une famille très gentille a déjà fait une offre, bien au-dessus du prix demandé. Nous signons l'acte de vente dans 30 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Je me suis retournée et je suis retournée vers mon appartement, les laissant debout dans l'entrée d'une maison qui n'était plus la leur complot chuchoté et leurs grandes ambitions réduits à rien de plus qu'un avis d'expulsion de 30 jours. Le jeu était terminé. Échec et mat. Le sentiment de reprendre sa vie en main, son propre pouvoir, est indescriptible. C'est une force tranquille qui résonne au plus profond de votre âme. Si vous avez déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et rejoindre notre communauté. Avoir de vos nouvelles, savoir que vous êtes là, est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. La période de préavis de 30 jours fut comme vivre dans une cocotte minute. La maison, autrefois remplie de leurs rires forcés et de mon ressentiment silencieux, était maintenant épaisse d'un silence tendu et suffocant, ponctuée d'amères disputes qui éclataient derrière la porte fermée de leur chambre. La belle façade n'avait pas seulement craqué, elle avait été rasée au bulldozer, et ils se retrouvaient au milieu des décombres de leur propre fabrication. Leur choc initial a tourné au vinaigre et s'est transformé en une campagne désespérée et multiforme pour reprendre le contrôle, chaque tentative plus pathétique et révélatrice que la précédente. Ils avaient perdu la guerre, mais ils insistaient pour mener une série d'escarmouches inutiles et humiliantes. Vint d'abord l'assaut émotionnel. Julia laissait accidentellement des albums photos ouverts sur la table basse, remplis de photos d'elle enfant souriante sur mes genoux. Elle s'asseyait à table, des repas que je ne cuisinais plus pour eux, et soupirait dramatiquement, disant aux enfants « Je ne sais pas où nous allons vivre, mais maman s'assurera que vous êtes en sécurité », lançant un regard blessé et accusateur dans ma direction.
Les enfants, confus et anxieux, venaient alors me voir. Mamie, pourquoi on déménage? J'aime bien mon école, demandait Léo, son petit visage marqué par l'inquiétude. C'était une tactique cruelle, utilisant mon amour pour mes petits-enfants comme une arme contre moi. C'était aussi celle qui faisait le plus mal. Je sais, mon chéri, leur disais-je en les serrant fort. Et mamie s'assure que vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin pour un avenir merveilleux. Certaines choses sont justes pour les adultes dont il faut s'inquiéter. J'ai refusé de la laisser les transformer en pions dans son jeu perdu. Quand les tentatives de culpabilisation échouèrent, Marc tenta une approche différente, l'intimidation juridique amateur. Il me coinça dans le couloir un soir, tenant une impression d'un site web conseil juridique gratuit. Tu sais, Carole, dit-il, essayant d'avoir l'air autoritaire, j'ai fait quelques recherches. On a ce qu'on appelle des droits d'occupant ou squatter rights, pour utiliser le terme anglais. Et on pourrait aussi te poursuivre pour la détresse émotionnelle que tu causes aux enfants. Il bomba le torse, caricature de l'autorité masculine. Je l'ai simplement regardé, puis le morceau de papier fragile dans sa main. Marc, ai-je dit, ma voix patiente, comme si j'expliquais une règle simple à un élève particulièrement lent. Vous n'êtes pas des occupants sans droit ni titre. Vous êtes des occupants avec mon autorisation temporaire, et je vous ai donné un préavis légal de 30 jours pour quitter les lieux, conformément au droit immobilier français. De plus, si vous souhaitez discuter de détresse émotionnelle devant un tribunal, j'ai un enregistrement téléphonique concernant un endroit appelé Les Pins murmurant que mon avocate trouverait certainement très intéressant. Le sang quitta son visage. Il sembla que je l'avais physiquement giflé. La mention de l'enregistrement téléphonique, la seule preuve qu'il ne savait pas que je possédais, était mon atout maître. Il bégaya, marmonna quelque chose d'incohérent, et se retira. Il n'essaya plus jamais de me menacer. Leur ignorance de mes connaissances avait été leur plus grande faiblesse. Maintenant, la peur de ce que je pouvais encore savoir devint leur prison. Ils comprirent enfin qu'ils n'avaient pas affaire à une mère blessée. Ils avaient affaire à une adversaire qui avait 3 coups d'avance sur eux. Leur dernier acte, le plus désespéré, fut d'en appeler à mon sang de la famille. Ils demandèrent une discussion formelle dans le salon. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, se tenant la main, leur visage masqué d'un remords solennel. « Maman » commença Julia, sa voix tremblant d'une sincérité jouée. « Nous avons beaucoup réfléchi. Nous avions tort. Nous étions stressés, et avides, et nous nous sommes perdus. Nous sommes tellement, tellement désolés. » Marc hocha la tête avec sérieux à côté d'elle. « Nous t'aimons, Carole. Tu es notre famille. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne déchire pas notre famille. Nous pouvons arranger ça. Nous irons en thérapie, nous paierons nos propres factures, quoi qu'il faille. S'il te plaît, arrête la vente. » J'ai écouté leur numéro, mon cœur aussi immobile et silencieux qu'un lac gelé. J'ai pensé au relevé de carte de crédit. J'ai pensé à la cruauté désinvolte dans leur voix lors de cet appel téléphonique. J'ai pensé à la lettre des Pins murmurant dans la poubelle de recyclage. Ce n'était pas de la repentance. C'était une dernière tentative de négociation, une tentative de sauver leur style de vie confortable. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés d'avoir été pris. « La vente est définitive, dis-je, ma voix ne laissant aucune place à l'argumentation. Les nouveaux propriétaires recevront les clés dans 2 semaines. Ma décision n'a rien à voir avec le déchirement de notre famille. Elle a à voir avec la reconstruction de ma vie. Une vie dont vous deux avez clairement fait comprendre que je n'étais pas une partie bienvenue. » Je me suis levée. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai aussi mes cartons à faire. » Je les ai laissés là, assis sur leur canapé beige de mensonges, leurs fausses excuses se dissolvant dans l'air alors que la réalité de leurs conséquences auto-infligées s'installait enfin, et complètement. Le jour où le camion de déménagement a quitté la maison de la rue des Érables, un profond sentiment de paix s'est installé en moi, un calme dont je n'avais pas réalisé qu'il me manquait depuis des années. Ce n'était pas le silence de la solitude, mais le silence de la souveraineté. J'ai regardé la maison rétrécir dans le rétroviseur de ma voiture, non pas avec tristesse, mais avec la satisfaction détachée de fermer un livre sur un long et difficile chapitre. Julia et Marc avaient emménagé dans un appartement exigu de 2 chambres de l'autre côté de la ville, le mieux qu'ils pouvaient se permettre avec leur propre salaire. Leur emballage frénétique de dernière minute avait été un spectacle chaotique de reproches et de récriminations.
Je ne suis pas restée pour regarder. Ma nouvelle vie m'attendait, et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais hâte de la rencontrer. Je n'ai pas déménagé dans une ville animée ou une retraite isolée à la campagne. J'ai choisi une jolie ville du sud de la France, un endroit où François et moi avions toujours rêvé de prendre notre retraite, un lieu imprégné d'histoire et de charme côtier. Ma nouvelle maison était un appartement ensoleillé de 3 pièces dans une résidence senior animée. Il y avait un large balcon donnant sur un marais tranquille, où je pouvais regarder les aigrettes chasser le matin. La deuxième chambre n'était pas un appartement ou une arrière-pensée. C'était mon bureau et ma bibliothèque, les murs tapissés d'étagères que j'ai remplis de mes auteurs préférés, un espace entièrement dédié à mon propre intellect et à mon plaisir. Il n'y avait pas de tapis roulant dans le coin, pas de désordre d'autrui empiétant sur mon espace. Chaque objet, des tasses à thé dans la cuisine aux œuvres d'art sur les murs, avait été choisi par moi, pour moi. Les premières semaines furent une révélation. Je me levais quand je voulais, je mangeais ce que je voulais, et j'organisais mes journées autour de mes propres désirs. J'ai redécouvert la femme que j'étais avant de devenir mère, avant de devenir veuve, avant de devenir une employée non rémunérée. J'ai trouvé la médiathèque locale et je me suis simplement assise là pendant tout un après-midi, inhalant l'odeur familière et réconfortante du vieux papier et de l'encre. J'ai rejoint une société d'histoire locale, mettant mon amour d'ancienne responsable administrative pour les archives et les documents à profit en tant que bénévole. J'ai trouvé un petit atelier d'art qui offrait des cours d'aquarelle, et je me suis inscrite, me surprenant avec la joie de mélanger les couleurs et de donner vie à une page blanche. Ma vie, autrefois une boucle monotone de service aux autres, est devenue une riche tapisserie tissée avec mes propres intérêts et passions. J'ai établi de nouvelles routines axées sur mon bien-être. Je faisais de longues promenades le long du front de mer, sentant l'air salin sur mon visage. J'ai repris contact avec de vieilles amies, mon amie Brigitte venant même passer une semaine. Nous nous asseyions sur mon balcon, buvant du vin et riant aux éclats. Je ne t'ai pas vue aussi heureuse depuis 10 ans, Carole, a-t-elle dit, les yeux brillants. C'est toi, ça. Et elle avait raison. J'avais l'impression d'être enfin rentrée chez moi. L'anxiété constante et légère qui m'avait accompagnée pendant des années avait disparu, remplacée par une confiance tranquille. Je n'étais plus seulement une mère ou une grand-mère. J'étais Carole, une femme à l'esprit vif, une passion pour l'histoire, un talent naissant pour la peinture, et une vie riche et pleine. Ma relation avec mes petits-enfants a été gérée selon mes conditions. J'ai mis en place un appel vidéo hebdomadaire, et une fois par mois, je retournais dans leur région, où je les faisais venir dans ma ville, pour un week-end mamie. Pendant ces visites, notre temps était le nôtre. Nous allions dans des musées, construisions des châteaux de sable sur la plage, et mangions de la glace pour le dîner. Je n'étais plus leur gardienne. J'étais leur grand-mère amusante et aventureuse. Je les gâtais non pas avec des choses, mais avec des souvenirs et une attention exclusive. Julia et Marc n'avaient aucune part dans ces week-ends, c'était une limite que j'ai établie tôt et que j'ai maintenue fermement. Ma relation avec mes petits-enfants serait directe, pure et non souillée par la toxicité de leurs parents. Ce fut mon dernier, et plus important, acte de reconquête. Je ne construisais pas seulement une nouvelle maison. Je construisais un nouvel héritage, fondé non sur le sacrifice et l'obligation, mais sur la joie, l'indépendance et un sentiment inébranlable de valeur personnelle. Le processus de reconstruction est souvent plus silencieux que l'acte de démolition, mais il est tellement plus puissant. Il se trouve dans les petits choix quotidiens que nous faisons pour notre propre bonheur. Si tu as déjà dû recommencer, reconstruire une nouvelle vie à partir des cendres d'une ancienne, clique sur le bouton j'aime pour montrer ton soutien à tous les braves architectes de leur propre paix. Votre force est une inspiration. Maintenant, quand je m'assois sur mon balcon et que je regarde le soleil se coucher sur le marais, projetant de longues ombres dorées sur l'eau, je me retrouve à réfléchir sur les décombres que j'ai laissés derrière moi. Non pas avec regret, mais avec l'œil clair et analytique d'une historienne examinant un événement charnière. La trahison que j'ai subie fut l'expérience la plus douloureuse de ma vie, une blessure si profonde que je pensais qu'elle ne guérirait jamais. Mais j'en suis venue à comprendre que certaines blessures sont nécessaires. Parfois, une chose doit être brisée en grand pour laisser entrer la lumière. Et la lumière qui a inondé ma vie après ce terrible appel téléphonique a illuminé des vérités que j'avais passé des années à refuser de voir. La première leçon fut la plus difficile,
J'avais été une participante volontaire à ma propre diminution. Mon amour pour ma fille était une chose aveugle et féroce, et dans mon désir d'être nécessaire, de m'accrocher à mon rôle de mère, j'avais encouragé ses pires pulsions. Je lui avais appris que mes ressources, mon temps et mon énergie étaient des biens renouvelables à l'infini, à prendre sans retenue. Mon sacrifice n'était pas noble. C'était une béquille qui l'empêchait de jamais avoir à se tenir seul debout. Le plus grand cadeau que je lui ai jamais fait, je m'en rends compte maintenant, fut le mot non. En coupant les ponts, je l'ai forcé, pour la première fois de sa vie d'adulte, à affronter les conséquences concrètes de ses choix. Qu'elle en tire une leçon et son chemin, pas le mien. Ma responsabilité était d'arrêter de paver son chemin avec mon propre respect de moi-même. La deuxième leçon concernait la nature de la force. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la force était l'endurance silencieuse. C'était absorber la douleur sans se plaindre, maintenir la paix à tout prix, et faire passer les besoins des autres avant les miens. J'avais tort. Ce n'est pas de la force. C'est une forme lente d'effacement de soi. La vraie force, j'ai appris, est le courage de tracer une ligne dans le sable. C'est la volonté d'être considéré comme difficile ou égoïste alors que l'on protège simplement ses propres limites. C'est la détermination tranquille et inébranlable de démanteler une situation qui vous détruit, même si cela implique de faire face à la confrontation et au bouleversement. Ma force ne s'est pas trouvée dans les années où j'ai souffert en silence. Elle s'est forgée au moment où j'ai décidé de prendre le téléphone et d'appeler Monsieur Lefebvre. Elle était dans chaque étape délibérée et calculée que j'ai franchie pour reprendre ce qui était à moi. Enfin, j'ai appris l'importance profonde de l'estime de soi, surtout pour les femmes de ma génération. Nous avons été élevées pour être des nourricières, des pacificatrices et des donatrices désintéressées. On nous a appris que notre valeur se reflétait dans le succès et le bonheur de nos familles. C'est un beau sentiment, mais dangereux. Cela peut vous mener à un endroit où vous ne savez plus qui vous êtes en dehors de votre service aux autres. L'appel téléphonique qui a brisé mon cœur a aussi sauvé ma vie. Il m'a forcé à poser une question fondamentale. Qui suis-je, si je ne suis pas une mère, une épouse ou une grand-mère? La réponse a été la plus grande aventure de ma vie. Je suis Carole. Je suis une historienne amateur, une peintre de marine, une amatrice de romans en première édition, une amie fidèle, et une femme qui apprécie pleinement, sans s'excuser, sa propre compagnie. Mon histoire n'est pas celle de la vengeance. Je ne gaspille pas mon temps ou mon énergie précieuse à souhaiter du mal à Julia et Marc. Leur nouvelle vie, plus modeste, est le résultat direct de leur propre caractère, et c'est une justice bien plus appropriée que tout ce que j'aurais pu concevoir. Non, mon histoire est celle de la libération. C'est un témoignage du fait qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour devenir le personnage principal de sa propre vie. La trahison a été le catalyseur, mais la transformation a été mon choix. J'ai choisi de transformer la douleur la plus profonde en ma plus grande force. Et ce faisant, je n'ai pas seulement récupéré ma vie. J'ai créé une vie plus vibrante, plus authentique et plus joyeuse que tout ce que j'avais osé imaginer. Ma vie aujourd'hui n'est pas une vie silencieuse. C'est une vie paisible. Il y a une différence profonde. Le silence de mon ancien appartement était le silence de la suppression, des mots tus et des sentiments ravalés. La paix que j'ai maintenant est le bourdonnement riche et résonnant d'une vie vécue authentiquement. C'est le bruit de la brise bruissant dans les pins devant ma fenêtre, le joyeux bavardage de mon club de lecture débattant de la fin d'un roman, et le grattement satisfaisant de mon pinceau à aquarelle sur le papier texturé. C'est la symphonie d'un nouveau départ, une mélodie que j'ai composée moi-même. J'ai découvert que le bonheur n'est pas une destination où l'on arrive, mais une maison que l'on construit en soi, brique par brique, choix par choix. J'ai vu Julia et Marc une dernière fois, environ 6 mois après mon déménagement. J'étais venue pour l'anniversaire de Léo. Je les ai rencontrés dans un parc public neutre pour prendre les enfants. Le changement en eux était frappant. Les vêtements de Marc avaient été remplacés par des tenues plus modestes. L'arrogance avait disparu, remplacée par une résignation lasse et rancunière. Ils semblaient plus vieux, usés par la friction d'une vie sans filet de sécurité. Il n'y avait pas d'excuses, seulement une politesse tendue et maladroite. À cet instant, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié, pas même le spectre d'une pointe maternelle. Ils étaient simplement deux personnes que je connaissais autrefois, les architectes d'un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Mon dernier acte de liberté fut ma propre indifférence.
Le véritable triomphe de mon histoire n'est pas dans ce qu'ils ont perdu, mais dans ce que j'ai gagné. J'ai gagné la liberté de dépenser mon argent pour un voyage en Italie afin de voir l'art dont je n'avais fait que lire. J'ai gagné le temps de mentorer une jeune femme à la Société d'Histoire, partageant les compétences et les connaissances que j'ai acquises toute une vie. Plus important encore, j'ai noué une relation profonde et durable avec mes petits-enfants, basée uniquement sur l'amour et la joie. Quand ils viennent me voir, ils voient une grand-mère vibrante, engagée et heureuse. Je leur apprends, par l'exemple, que le respect de soi n'est pas égoïste, et qu'il n'est jamais trop tard pour être le capitaine de son propre navire. C'est l'héritage que je veux leur laisser, un héritage bien plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Alors, c'est ici que mon histoire se termine, mais aussi où elle commence vraiment. Je suis la preuve que les trahisons les plus dévastatrices peuvent mener aux transformations les plus belles. L'appel téléphonique qui était censé sceller mon destin en tant que vieille femme oubliée dans une maison de retraite au rabais fut, en fait, ma libération. Ce fut le réveil brutal et strident qui me tira d'un long et triste rêve. Il m'a forcée à devenir l'héroïne de ma propre histoire, et pour cela, d'une manière étrange et tordue, je lui serai éternellement reconnaissante. Ma vie est à moi. Chaque lever de soleil que je regarde depuis mon balcon, chaque nouvel ami que je me fais, chaque tableau que je termine, est un témoignage de cette vérité simple et puissante. Merci d'avoir écouté mon parcours. Ça signifie énormément pour moi de le partager, de l'envoyer dans le vide et de savoir qu'il pourrait atterrir dans le cœur de quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si mon histoire a résonné en toi, si elle t'a donné une mesure d'espoir ou une étincelle de force, je serais tellement honorée si tu cliquais sur s'abonner et rejoignais cette communauté. S'il te plaît, laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi de quelle ville, ou de quel pays, tu écoutes. Savoir que ma voix, autrefois réduite au silence dans ma propre maison, peut maintenant voyager à travers le monde et se connecter avec vous tous. C'est la fin la plus triomphante que je puisse imaginer.